tous, merci de votre présence pour cette table ronde qui va être consacrée à un sujet qui se tournera autour des musées et de la mer au musée et de la place de l'histoire et de l'historien dans les parcours muséographiques qui ont été ou sont en cours de développement actuellement. Donc nous sommes ensemble pour 1h30. Nous essaierons de garder une petite demi-heure, je pense, pour pouvoir avoir des échanges avec vous. Et donc sans attendre, je vais vous présenter rapidement ce qui a construit cette table ronde aujourd'hui, à savoir l'attrait non démenti depuis maintenant des décennies du domaine muséal pour les sujets maritimes, et ces sujets maritimes étant compris dans toutes leurs dimensions. Alors évidemment, cet attrait a eu de grandes scansions. On peut rappeler le discours de Jack Lang de 1981 qui a marqué en quelque sorte la prise en compte de ces aspects par la culture et le ministère dédié aux affaires culturelles. Également le colloque Estuaire en 1992 à Nantes, qui lui aussi a montré un élargissement de toutes les questions maritimes à l'ensemble des champs du patrimoine, qu'ils soient matériels ou immatériels. Et puis, je citerai en dernier lieu une publication assez récente aux presses universitaires de Rennes, les travaux de Patrick Louvier, Neptune au musée, qui a eu le grand mérite de faire un point sur le traitement de ces sujets, et notamment au prisme des enjeux d'identité, de puissance et les conflits qui pouvaient en résulter dans les musées maritimes et navals. Alors, au moment où ces questions se posent avec acuité, puisque plusieurs grands projets de musées maritimes en France sont en cours, on peut constater un certain paradoxe. Les questions environnementales liées à la mer et la protection de l'environnement sont de plus en plus mises en lumière par les médias, sont de plus en plus sujets à des groupes de réflexion, font même l'objet de sommets internationaux. Un des derniers en date étant le One Ocean Summit de Brest en 2022. Et paradoxalement, donc, on a vu ces derniers mois l'abandon ou la restructuration de certains projets. On peut citer le projet de Signal, l'antenne brestoise du Centre national des phares et balises, qui a été abandonné, mais également donc l'abandon du projet architectural de Saint-Malo, qui heureusement verra le jour sous une nouvelle forme. Alors ces questions environnementales nous amènent aussi à faire le constat de la cohabitation de deux visions du patrimoine qui cohabitent souvent sans trop, ou en tout cas pas assez, se rencontrer. La question du patrimoine environnemental et la question du patrimoine culturel au sens large, là aussi matériel et immatériel. Cette cohabitation, elle s'exprime notamment dans le cadre des comités de classement du patrimoine gérés au patrimoine mondial par l'UNESCO, et elle a trouvé, je dirais, certaines réflexions intéressantes, notamment toujours au sommet de Brest, puisque une intervention du ministre polynésien de la culture et de l'environnement avait été assez remarquée, puisque justement lui prônait le rapprochement de ces questions environnementales et patrimoniales sous un même chapeau qu'il incarnait comme ministre, je le disais, de la culture et de l'environnement. Cet aspect a été notamment également développé en France ces derniers mois. On peut citer à ce titre la mission d'Henri Masson, qui a le plaisir d'avoir dans la salle, et qui a eu la lourde tâche d'effectuer un rapport sur le patrimoine maritime sous la double casquette bienveillante des ministères de la mer
et de la culture, montrant que peut-être une évolution positive est en marche. Alors, cette importance de ces sujets pose évidemment, notamment ici, au rendez-vous de l'histoire de Blois, la question de la place de l'historien dans les futurs parcours et dans les futurs discours de ces projets, et son rôle de passeur et de médiateur dans ces parcours. Et c'est aussi la question que nous allons, en tout cas, évoquer, c'est la question presque de ce qu'est un musée maritime. Qu'est-ce qui finalement le distingue d'un centre d'interprétation sur le domaine toujours maritime. Alors, pour évoquer ces questions aujourd'hui, nous avons la chance, le privilège d'avoir avec nous Hélène Richard, qui est conservatrice générale honoraire des bibliothèques et membre de l'Académie de Marine, que je laisserai dans quelques instants présenter plus précisément son activité en lien avec le maritime. Caroline Lemao, qui est HDR à l'Université de Bordeaux-Montaigne, et Philippe Sartori, qui est conservateur du patrimoine et conservateur des musées de la ville de Saint-Malo. Et puis moi-même qui suis conservateur général du patrimoine et directeur scientifique du Musée national de la marine. Alors Hélène, voilà, je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, je suis donc... Ici, je ne représente pas un musée, puisque je n'ai jamais travaillé dans un musée. J'ai été de longues années conservateur à la Bibliothèque nationale de France, et en particulier, j'ai été commissaire d'une exposition qui a eu une certaine importance par son parti pris, qui s'appelait « La mer, terreur et fascination », qui a eu lieu à Paris en 2004 et à Brest en 2005. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, car cette exposition avait pris un certain nombre de parties qui n'étaient pas habituelles. Et puis, d'autre part, membre de l'Académie de Marine, je pense qu'il y aurait quelques mots à dire sur la place de l'historien et le rapport entre l'Académie de Marine et les musées. Caroline. Donc, Caroline Lemao, je suis maîtresse de conférences à l'Université Bordeaux-Montaigne, habilitée à diriger des recherches. Et donc, mon champ de spécialité, à la base, ce sont les fournisseurs de la marine de guerre au temps de Louis XIV. Mais la raison pour laquelle je suis ici, c'est que j'ai eu une chance assez unique, qui est qu'à Bordeaux, s'est monté un musée mer-marine, musée entièrement privé, fondé par un mécène qui s'appelle Norbert Fradin, et qui donc a littéralement donné carte blanche à des historiens, et en l'occurrence à une historienne, pour l'aider à concevoir un parcours. Donc ça a été pour moi une expérience très originale, affranchie de beaucoup de codes et de beaucoup de cadres, et c'est de cela que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Philippe. Bonjour à tout le monde, je suis Philippe Sartori, je suis conservateur du patrimoine depuis un an, et depuis un an j'ai intégré les services de la ville de Saint-Malo pour mener à bien ce projet de musée maritime tant attendu. Voilà. Merci. Alors, donc, on a décidé d'articuler le propos autour de trois grands axes qui sont celui un peu de la genèse de chacun des musées et des projets que nous allons évoquer aujourd'hui, en ayant un propos autour du portage de ces projets, qu'ils soient portage politique mais aussi scientifique, et le rôle que ces portages peuvent avoir dans les parcours, les conséquences que cela peut aussi avoir dans les discours qui sont développés dans les établissements. Et puis, dans une seconde partie, nous évoquerons plus particulièrement comment le musée est aujourd'hui un reflet des questions d'actualité et de société, comment il essaye de l'être ou comment il doit l'être, on verra ça, pour ensuite terminer sur la place des publics et la place de la médiation dans la présentation, dans le développement de l'histoire maritime dans ces parcours.
Alors, c'est pas très poli, mais je vais commencer avec la question du musée de la Marine. On a la chance aussi d'avoir avec nous aujourd'hui Gaël Rio, qui a fait sa thèse sur les origines sur le musée jusqu'à la période même assez récente, et qui avait traité le sujet qui a également été l'objet de plusieurs articles d'Alain Niederlander, notamment dans la revue Neptunia. Alors, le musée de la Marine, qu'on connaît, qui est aujourd'hui sur plusieurs sites, à la fois à Paris, mais également sur le littoral, à Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon, et également à Duny, où est situé son centre de ressources et de conservation. Ce musée, il a, dès l'origine, un portage politique et idéologique extrêmement fort. Ce portage, il est à la fois effectué pour exalter une certaine identité autour de la royauté, mais également pour exalter la puissance navale de la France. On a, lors de la création de ce musée, en 1827, à l'époque appelé Musée Dauphin, un véritable programme politique qui est appliqué au parcours qui se présente dans les salles du Louvre, où il sera situé jusqu'en 1937. Alors, évidemment, le musée de 1827 a des origines plus anciennes. Il y a eu à noter l'existence éphémère d'un musée de la Marine à l'Hôtel de la Marine de 1801 à 1803, à la suite d'une décision du directoire de 1799 de l'installer dans des locaux où justement la Marine cherchait à justifier sa présence dans l'ancien garde-meuble de la couronne, et qui verra une présentation éphémère où seront toutefois exposés certains des chefs-d'œuvre que nous conservons encore parfois en dépôt, comme les vues des ports de France de Joseph Vernet. Mais c'est vraiment l'acte de création du musée, on peut le définir comme étant 1827 qui coïncide également avec la bataille de Navarin, où on voit le renouveau de la marine de guerre française qui est célébré. Alors, à cet égard, la présentation du musée est assez révélatrice du programme politique qui sous-tend le musée, puisque on exalte à la fois la personnalité du roi Charles X, comme génie de l'humanité, et on passe ensuite au règne de Louis XVIII et ensuite directement au règne de Louis XVI. Alors, vous aurez remarqué que clairement le programme fait l'impasse sur la Révolution et l'Empire, même si d'ailleurs les collections, le programme initial prévoyait une présentation de ces périodes dans les salles. Alors, l'idée de ce musée, c'est aussi de réconcilier les Français avec leur histoire maritime à partir de la bataille de Navarin. On va rappeler des faits glorieux d'un passé récent, et on ira jusqu'à nommer, aux côtés du directeur du musée, un historiographe qui sera Ferdinand Langlais, qui sera nommé en 1828. Il est aux côtés donc de Pierre Zédé, qui est à l'époque le directeur du musée, et il participe à la visite du roi dans le musée en 1829. Évidemment, ces axes de recherche montrent aussi la vision de l'histoire qui sera développée au sein du musée, une histoire essentiellement axée autour de la marine ancienne, européenne et médiévale. On est donc dans un parcours de ce musée de la marine où la part belle est donnée vraiment à la marine de guerre et à la marine royale. Cet aspect, pourtant, n'est pas le seul à être développé,
et j'y reviendrai tout à l'heure, mais était également fortement, dès les origines, hein, dès Pierre Zédé, développé les questions d'ethnographie qui connaîtront leur apogée, on peut le dire, avec le rôle de l'amiral Paris, qui dirigera le musée à partir de 1871. Alors, la question de l'identité du Musée national de la marine, elle est aussi extrêmement liée à l'instruction des officiers de marine et des ingénieurs constructeurs de la marine, puisque la collection originelle du musée provient d'un don de Jacques Duhamel du Monceau, physiocrate, ingénieur, qui donnera sa collection à Louis XV et qui l'installera dans les salles du Louvre, à proximité immédiate de l'Académie de marine, avec un but essentiellement pédagogique et d'instruction. On aura ainsi, dans les questions d'identité du Musée national de la marine, toujours c'est des tendances diverses, parfois contradictoires, entre des collections tournées autour de l'instruction, autour des sciences et des techniques, et des collections qui seront mises à profit d'une certaine glorification de la marine de guerre, comme je le disais à l'instant. Alors, hop, je me suis trompé. Voilà. Cette place de la Marine nationale, elle se retrouvera évidemment dans la muséographie qui sera mise en place à la réouverture du musée en 1943. La date n'est pas non plus anodine, et dans tout le parcours qui verra le jour au cours des années 80, où la marine de guerre fera l'objet de développements particulièrement importants. Les questions autour de la marine de commerce, de la marine scientifique, arrivant au sein du parcours dans un second temps. Je vous montre ici quelques visuels des anciennes salles du musée, telles qu'elles étaient encore d'ailleurs pour ceux qui l'ont visité avant sa fermeture en 2017, et où on voit les vitrines du musée Dauphin qui présentent encore les collections liées à la marine de guerre du 19e siècle. Alors, je parlais du rôle très proche du musée de la marine, du moins dans ses origines, avec la collection Jacques Duhamel du Monceau, avec l'Académie de marine, ce qui me permet de passer la parole à Hélène par un tour de passe-passe, qui permettra de parler aussi de cette grande exposition qui avait eu lieu à la Bibliothèque nationale autour de la mer, terreur et fascination. Effectivement, je dirais un mot de cette exposition parce que elle est un petit peu différente du propos des autres musées. Il s'agissait pour la Bibliothèque nationale de France à la fois de compléter un programme qu'elle avait entrepris, un programme scientifique, de présenter le ciel avec une grosse exposition qui s'est appelée Figures du ciel, une exposition sur la Terre qui s'appelait Couleurs de la Terre, et une autre sur la mer. Alors évidemment, heureusement, avec prudence, la bibliothèque ne s'est pas lancée dans le feu pour des raisons que vous devinez. Et donc, présenter la mer, c'était finalement pour être dans la continuité des deux expositions précédentes. Il s'agissait de présenter le ressenti, ce qu'évoquait la mer. Donc, on a choisi le titre de La mer, terreur et fascination, qui était finalement ce qui guidait cette exposition, le contenu de cette exposition. Alors, à la Bibliothèque nationale, une exposition sur un sujet, une partie des collections, c'est toujours difficile, parce que la Bibliothèque nationale étant encyclopédique, comme on le sait, elle n'a pas de spécialité, elle n'a pas de... et attirer l'attention sur une thématique ou une autre, c'est faire un choix dans les collections, mais un choix qu'on doit construire soi-même, qui n'est pas guidé par des collections préexistantes. Et concernant la mer, en fait, ce qui pouvait jouer un rôle important, c'est que les collections de la bibliothèque sont très riches, par exemple, en iconographie, avec le département des estampes, en collection cartographique, c'est la plus belle collection de portulans du monde, ou autre. Et donc, cela a permis de donner un très grand renouvellement des propos, des ressources iconographiques sur la mer.
Dans le projet de la Bibliothèque nationale, il s'agissait aussi de faire vivre la politique des pôles associés de la bibliothèque, qui étaient des pôles thématiques installés en province et de sites qui se devaient d'avoir des collections qui complétaient ou qui enrichissaient celles de la bibliothèque, à la fois en termes de collection, mais aussi en termes de contenu scientifique. Et dans le cas de la mer, c'est à Brest que se trouve un pôle mer qui est toujours actif et vivant. Et donc, c'était la première fois qu'on se lançait dans l'idée d'une exposition avec un pôle. Et donc, on a fait une exposition à 2 endroits, mais évidemment, pour des raisons de conservation que vous devinez, on n'a pas exposé les mêmes objets. Donc, il fallait qu'on fasse une double construction de ces objets, quelque chose que on connaît bien dans les musées. Donc, cette exposition a été une exposition temporaire, qui était, vu le sujet, on se devait d'avoir, elle était très immersive. Enfin, la scénographie était très, très ambitieuse, si on peut dire. Il y avait tout un espèce de mouvement de vagues. On disait en plaisantant qu'on avait eu du mal à régler correctement la vitesse des vagues parce qu'on attrapait le mal de mer dans les salles quand on était un peu longtemps à faire des visites ou à présenter ou à faire des montages. La partie aussi variété de la documentation se présentait certes dans les vitrines, les objets présentés, mais aussi dans tout l'appareil qui l'accompagnait. Vincent a parlé de cabinets de lecture, d'interventions d'écrivains, de beaucoup de bibliographies qui ont accompagné cette exposition, qui a eu un succès important, y compris sur place, alors que ce n'est pas toujours le cas de la bibliothèque. Des expositions de la bibliothèque, parce que c'est pas identifié comme un endroit muséographique, parce que malheureusement c'est l'époque où il y a eu le tsunami en Indonésie, et donc le titre faisait penser qu'on avait été visionnaire. Hélas, c'était pas le cas. Ce n'était pas notre propos, mais donc il y a eu beaucoup de visites. Et cette exposition était donc temporaire, mais on a voulu, par tout le matériel qui se trouve toujours en ligne, lui donner une permanence, et ça sert encore beaucoup pour des visites pédagogiques ou autres. Merci Hélène. Cette question sur la question des collections et de la présentation d'un discours transversal que vous avez évoqué avec la richesse et la diversité des collections de la BNF, je pense qu'à Saint-Malo aussi, Philippe, la question se pose. Puisque par son histoire aussi, le musée a sans cesse, et notamment ces dernières années, réfléchi sur la façon de présenter de nouvelles thématiques et de mettre en valeur la variété des collections que vous conservez. Oui, alors effectivement, avant de commencer mon propos, je voudrais déjà rendre un hommage personnel aussi à des historiens malouins qui nous ont quittés en 2021, André l'Espagnol, Alain Roman. Aussi mon prédécesseur Philippe Petou, qui était aussi historien, qui est à la retraite aujourd'hui. Et finalement, dans mon propos et dans mon travail quotidien, j'ai souvent l'impression de marcher sur leurs traces. Et donc je vais essayer d'être aussi objectif, transparent et respectueux de tout le travail qu'ils ont pu réaliser. Alors pour parler effectivement de la relation au patrimoine, à la politique et à Saint-Malo, effectivement, vous connaissez certainement la ville et aussi ses habitants ou ce qu'on en pense. Et effectivement, la relation du Malouin à son patrimoine maritime est très sensible. Mais elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est assez ancienne. Et en fait, avant de parler d'aujourd'hui, je voudrais aussi vous inviter à faire un petit voyage dans le temps, mais très rapide. En évoquant 2 points. Le premier, c'est effectivement l'émergence du musée, l'émergence d'un mythe urbain, jusqu'à la période contemporaine. Donc, je vais vous donner quelques dates avant de les commenter. Donc déjà, en fait, cette histoire du musée à Saint-Malo a commencé en 1824 avec une biographie qui avait été demandée des Malouins célèbres, une demande faite par la ville. En 1827, vous avez un moment qui est très important dans Saint-Malo, qui est un moment qui est un point de bascule, je dirais, que sont les funérailles de Surcouf, grand héros malouin, et les funérailles monumentales avec défilés, etc., sur mer et en terre. Voilà. Vous avez ensuite une troisième date qui est 1829.
1829, eh bien, finalement, c'est le moment où la ville décide de parsemer les remparts, les fameux remparts de Saint-Malo, de statues des grandes personnalités. Donc on va retrouver Surcouf, Jacques Cartier, j'en ai mis quelques-unes ici, voilà, de dos aussi. Bon, voilà. Mais en fait, c'est une volonté délibérée de la ville de mettre en valeur ces grands personnages malouins. Vous avez quelques années plus tard, en 1838, une commande qui a été faite à un peintre, le peintre François Ris, d'une dizaine de portraits, toujours de ces grands malouins. Portraits qui seront exposés dans l'hôtel de ville, puisque le maire voulait avoir dans son hôtel de ville ces grands malouins, comme une idée de finalement se reconnaître à travers ces portraits. 10 ans plus tard, l'autre héros malouin, Chateaubriand, partira, nous quittera, et finalement, lui aussi, eh bien, il va... ses funérailles, vous les connaissez aussi sans doute, hein, sur le... Voilà. Très beau petit tableau, mais que j'aime beaucoup. Et là, on voit aussi toute l'émotion malouine autour de ce personnage. Ce que je veux vous dire, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après après son décès, il lèguera le portrait de Girodet à la ville de Saint-Malo, qui pourra finir sa grande galerie des personnalités. Voilà. Donc finalement, cette galerie, elle tient lieu de musée jusqu'en 1862. Et ensuite, un nouvel équipement prendra place dans la ville. Ce que je veux vous dire à travers ces quelques dates, c'est que finalement, dans cette première moitié du 19e siècle, à Saint-Malo, à un moment où finalement le port de Saint-Malo se limite et devient obsolète par rapport à l'évolution des techniques, à l'évolution des pratiques, à l'évolution des besoins en termes de pêche, et bien finalement, à un moment où la ville voit la fin de son âge d'or, elle se met en scène. Elle communique sur ce qu'elle imagine être. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va communiquer sur cette image romantique, une image romantique héroïsante, on dira même, avec notamment cette image de la cité corsaire. Donc là, voilà, on y arrive ici, voilà. Et pourquoi cité corsaire et pas autre chose ? Il y avait les Terre Nova, il y avait quand même toute une activité, voilà. Mais pourquoi cité corsaire et pas autre chose ? Voilà. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que finalement, en valorisant cette épopée corsaire, qui était une fenêtre dans l'histoire, en évoquant les découvreurs, Jacques Cartier, Charcot et autres, finalement, la ville a souhaité créer cette mythologie urbaine. Ça, c'est André l'Espagnol qui a trouvé le terme, ce n'est pas moi, hein, mais que je reprends tout à fait. Et finalement, ça correspondait aussi à un moment où le tourisme, le balnéaire, a pris un ascendant sur la ville. Et aujourd'hui, voilà, ça se confirme encore avec un nombre de touristes, un nombre de visiteurs qui est assez volumineux. Voilà. Ça, c'était le passé. Mais pour vous dire que cette mise en scène, elle a commencé très tôt. Parfois, je dis que finalement, Saint-Malo a presque inventé le marketing territorial avant l'heure, hein, avec cette communication corsaire. Voilà. Je reviens à la période actuelle avec effectivement ce musée qui, au cours des 140 années successives, s'est développé, s'est structuré comme tous les musées en France, mais qui finalement en 99 a été bousculé, a été chamboulé par des fouilles archéologiques sous-marines réalisées par le DRASM, par les équipes de Michel Lourd. Et donc le DRASM a identifié donc deux épaves donc corsaires sur le site de la Natière. Alors là, voilà, on voit un canon. Voilà. Mais et donc ces épaves ont permis finalement de changer un peu la situation des musées de Saint-Malo en imposant finalement la mise en place d'un nouveau musée avec ces 3000 objets sortis des eaux, assez uniques, je trouve, en France, en Europe. Eh bien, il a fallu réinterroger complètement l'état des lieux des musées pour se projeter vers un nouvel équipement. Et donc là aussi, c'était une décision politique, hein, aussi bien de la ville que de ses partenaires, État, région, département. Et un projet qui reste encore actuel aujourd'hui pour d'autres difficultés sur lesquelles je reviendrai.
Mais ce que je veux vous dire pour conclure mon premier propos, c'est que finalement, comment dire, si ce premier programme architectural autour du musée n'a pas pu être mené à bien, ce que tout le monde regrette, hein, évidemment, eh bien, aujourd'hui, avec la perspective d'un futur établissement, cet objectif reste inchangé, c'est-à-dire construire un nouveau musée. Mais vous savez, comme moi, le choix d'une intention, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, le choix d'un propos n'est pas anodin, surtout à Saint-Malo. Le choix d'une architecture aussi n'est pas anodin pour une collectivité territoriale de 50 000 habitants, mais seulement en fait, voilà. Et d'autant plus dans une ville comme Saint-Malo, où, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, l'habitant comment dire, est reconnu pour son attachement fort à son patrimoine maritime. Voilà. Merci. Donc on voit bien là, avec les trois premières interventions, le rôle du portage politique et ses conséquences dans la constitution des collections ou dans leur présentation. On est avec le musée Mer Marine à Bordeaux sur un cas un peu différent, assez atypique, puisqu'on est sur une collection particulière d'un privé. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est le musée qui s'adapte aux collections ou les collections qui s'adaptent au musée? Donc Caroline, si voilà. Oui, en effet, on vient de le voir avec Saint-Malo. On a un enjeu mémoriel, on a un projet politique et qui constitue en fait autant de pression finalement sur ce que va être le musée. Et à Bordeaux, je dirais que c'est presque l'antithèse, mais alors totale, de ce que personnellement j'ai pu connaître. D'abord parce que ce musée que vous voyez ici, c'est un musée privé. Quand je dis privé, c'est un musée intégralement privé. Il n'y a pas un centime d'argent public dans cette construction, ni pour le fonctionnement, ni pour la construction, ni pour la constitution des collections. Ce qui donne une latitude absolument totale sur la manière dont la chose a pu être gérée. Donc il n'y a pas d'enjeu politique. Qu'en est-il maintenant sur Bordeaux de l'enjeu mémoriel? Je dirais que c'est un peu l'inverse de Saint-Malo. C'est-à-dire, alors, les choses, je peux pas tenir le même discours aujourd'hui que celui qu'on aurait pu tenir il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, j'aurais pu vous dire qui se souvient encore que Bordeaux est un port ou a été un port. Parce qu'il y a, 10 ans, j'exagère peut-être, mais il y a 20 ans, le port de commerce, il est parti au Verdon, donc loin, il est plus visible. Les navires de croisière, il n'y en avait pas encore. Il y avait, pour ceux qui s'en souviennent, le Colbert, qui a été un navire de guerre arrimé dans ce qui a toujours été un port de commerce quand même. Ce qui restait du port, c'était finalement des hangars plus ou moins insalubres, une zone pas très fréquentable. Enfin bref, l'identité maritime de Bordeaux était quasiment inexistante. Aujourd'hui, évidemment, toutes ces données sont en train de changer et on assiste à une résurgence de l'identité maritime, résurgence à laquelle justement participe ce projet de musée Mer Marine. Donc finalement, quand la création s'est décidée, l'enjeu a été assez différent et le positionnement a plutôt été en quelque sorte par rapport à la cartographie muséale de la ville. Qu'est-ce qui existait par ailleurs à Bordeaux? Qu'est-ce qui pouvait porter en quelque sorte cette identité maritime? Alors, il y avait bien eu, dans l'entre-deux-guerres, un musée maritime à Bordeaux, mais qui n'a pas survécu et dont les fonds avaient été reversés dans ce qui est aujourd'hui le musée d'Aquitaine. Alors, j'avais eu la chance de faire travailler une étudiante de master, Maïder Tomelier, sur ce qu'il y avait de l'identité maritime dans les collections du musée d'Aquitaine. Et bien évidemment, la dimension maritime n'est pas absente du musée d'Aquitaine, mais la manière de l'aborder au musée d'Aquitaine est assez spécifique puisque on s'oriente assez nettement autour de la dimension coloniale. C'est-à-dire que le musée d'Aquitaine à Bordeaux s'est notamment emparé de la question du rapport entre Bordeaux et les Antilles, avec derrière les thématiques de la traite négrière, de l'esclavage, etc. Et puis, cette dimension-là était prolongée pour la partie 19e siècle sur Bordeaux, port du monde,
Donc c'est en quelque sorte le deuxième empire colonial français, avec cette fois-ci notamment les liens entre Bordeaux et l'Afrique occidentale, avec l'implantation d'un certain nombre de grandes compagnies. Donc une dimension maritime, certes, mais finalement un peu plutôt orientée coloniale. Donc là, quand il a été question de constituer un parcours pour ce nouveau musée mer marine, eh bien, je dirais sea is the limit, ou plutôt collection is the limit, c'est-à-dire qu'en gros, le projet de Norbert Fradin, c'était de dire, toute ma vie, j'ai réuni énormément d'objets, ils sont stockés comme il faut dans des hangars, j'ai envie d'en faire profiter le public, donc je construis le bâtiment que vous avez pu voir. Il est de base promoteur immobilier, donc il a fait construire lui-même le bâtiment. Et puis, il a fallu constituer le parcours. Donc là, il s'est tourné d'abord vers quelqu'un qui était à la base réalisateur de documentaires cinématographiques. Parce que son idée, c'était justement d'avoir un peu un autre regard, mais il fallait un socle scientifique. Et bon, je vous passe les péripéties, mais il se trouve que j'ai réussi à rentrer en contact avec cette personne et que je me suis retrouvée comme la spécialiste historique de la constitution du parcours. Avec, en gros, voilà, il y a une collection qui existe, on veut faire un musée. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je dois avouer que comme historien, c'est un bonheur le plus total. Parce que, voilà, tout est possible. Alors, la question, par contre, c'est quand tout est possible, c'est vertigineux, en fait. Par où vous commencez? Qu'est-ce que vous faites? Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme musée? Et là, on va rejoindre des problématiques qu'on va voir ensuite. Mais d'abord, le cadre chronologique. Puis alors, ce qui est bien avec Norbert Fradin, c'est que le cadre chronologique fait des origines à nos jours. Ok, d'accord. Le cadre géographique, est-ce qu'on fait quelque chose de régional? Non, le monde. Bon, d'accord, donc des origines à nos jours, le monde. Mais en même temps, bon, on est à Bordeaux, donc on va quand même garder une dimension bordelaise. Et puis voilà, la surface, c'est ça. Donc à partir de là, voilà, il faut trouver une méthode pour discriminer, pour choisir des focus, pour essayer aussi d'appréhender en quoi consiste la collection. Parce que autant dans un musée, vous avez un catalogue avec les œuvres, etc., autant là, il avait un certain nombre de bordereaux d'achat de documents, mais rien de classé. Donc, alors, je vous dis encore une fois, un bonheur d'historien, parce qu'on a travaillé, on a collaboré aussi, la collection ne couvrait pas tout. Donc parfois on avait une idée, et puis par exemple sur la construction navale, on s'est dit ce serait bien d'exposer justement les planches de Duhamel du Monceau. Donc on était rentré en contact avec la bibliothèque municipale de Bordeaux en disant voilà, est-ce qu'on peut envisager un prêt et tout. Donc on lui présente le projet. Il fait mais pourquoi vous voulez leur emprunter le Duhamel du Monceau? Donc je fais c'est pour les planches. Il fait, non mais il dit c'est pas ça. Il dit pourquoi on prend pas le mien? Ah, donc vous avez un exemplaire. Oui, bien sûr, vous avez un exemplaire de Duhamel du Monceau. Il fait oui, c'est dans le bureau d'à côté. Et là, vous découvrez qu'il a acheté l'intégrale. Bon, d'accord, on va prendre le vôtre. Donc voilà, on est allé comme ça de surprise en surprise. Et oui, du coup, la pression politique, entre guillemets, que peuvent ressentir d'autres. Il n'y avait pas la pression des cadres procéduriers, administratifs, il n'y avait pas. Et on a eu une très grande liberté pour concevoir un parcours. Merci. Alors cette question de la constitution du parcours, elle nous emmène aussi sur, évidemment, quand on rénove ou qu'on restaure ou qu'on ouvre un musée, la question des sujets d'actualité, les sujets qui n'étaient pas forcément non plus traités précédemment dans les musées maritimes, et notamment les thématiques qui sont en phase avec le débat du temps. Je parlais de l'écologie notamment. Est-ce que ces sujets d'actualité, notamment à Bordeaux, vous les avez abordés et comment, que ce soit dans le discours et aussi dans la préparation des sujets et la place des scientifiques dans cette préparation, quelle est-elle? Alors, en effet, l'une des premières questions qui s'est posée, au-delà du cadre chronologique, etc., c'est quelle est la formule qu'on adopte? Parce qu'il y a plusieurs formules aujourd'hui qui existent en France. Vous avez des cités de la mer, vous avez des centres d'interprétation,
vous avez des musées au sens classique du terme, et puis vous avez aussi des muséographies plus ou moins élaborées. Donc, l'une des premières choses, ça a été, et la dénomination en elle-même est signifiante, c'est un musée mer marine, pas un musée de la marine. Donc l'idée était vraiment de mêler les deux dimensions. Alors on a beaucoup hésité sur est-ce qu'on mêle les deux dimensions sur tout le long du parcours, etc. Je vous passe les étapes intermédiaires. Mais ce qui a été finalement décidé, c'est qu'on allait faire les choses un peu de manière chronologique, avec un rez-de-chaussée et un premier niveau plutôt histoire de la marine, des origines à nos jours en quelque sorte. Donc le rez-de-chaussée, vous commencez des embarcations les plus anciennes, les pirogues, etc. Et dans un mouvement tournant, vous progressez dans la chronologie. Alors sur les époques les plus anciennes, c'est plutôt des focus, parce que les collections sont un petit peu moins riches. Et puis à partir de l'époque moderne, là, on a énormément de maquettes, etc. Donc là, c'est beaucoup plus nourri. On finit par l'époque napoléonienne, ensuite on passe à l'étage au-dessus, et c'est 19e, 20e, même 21e maintenant, où là, on garde la dimension chronologique, mais plutôt avec une approche plus thématique, c'est-à-dire navigation de commerce, navigation de plaisance, guerre navale, etc. Et puis enfin, on arrive au dernier étage sur les enjeux contemporains de la mer, avec justement les questions environnementales, océanographiques. Et en fait, c'est là que ça a été compliqué. Parce que sur la partie historique, bon, personnellement, je maîtrisais assez bien. Et puis assez rapidement, en fait, j'ai constitué une équipe d'historiens qui était à même de proposer des choses. Donc ça, c'était très maîtrisable, d'autant plus que la collection était très riche. Mais concrètement, aujourd'hui, quand vous voulez faire dans un musée une partie écologique, qu'est-ce que vous montrez ? Qu'est-ce qui, dans une collection, peut vous permettre d'évoquer des sujets contemporains ? Donc, pour contourner la difficulté, d'abord, ils ont intégré dans l'équipe une jeune océanographe pour essayer de voir ce qu'on pouvait montrer. Et en fait, même l'ouverture de cet étage-là a été retardée parce que, oui, ça coinçait sur comment on peut aborder ces enjeux-là. Et la solution a été trouvée en combinant en fait deux passions de la famille Fradin, qui est d'abord ce type de collection, et puis une passion pour l'art contemporain. Et en fait, c'est à travers l'art contemporain et l'œuvre d'un certain nombre d'artistes qu'ils ont pu aborder de manière sensible en fait cette question des enjeux environnementaux. Alors là, par exemple, vous voyez l'ouverture l'accueil du musée, eh bien c'est déjà cette sculpture absolument monumentale qui tout de suite vous introduit aux questions de la pêche, de la surpêche, etc. Vous avez très largement au deuxième étage, alors ces questions écologiques qui sont traitées à partir des œuvres d'art, mais parmi les enjeux contemporains, par exemple, ils ont aussi traité les problématiques autour des migrants, avec par exemple des œuvres de Rancinan, qui est un photographe qui a revisité par exemple le radeau de la Méduse dans une œuvre qui est intitulée Le radeau des illusions, qui est présentée au musée, etc. Et une partie qu'il faisait dialoguer finalement avec ce qu'il y avait à l'étage au-dessous, où vous aviez les premières vagues de migration qui étaient ces Européens qui sont partis vers les États-Unis au XIXe siècle, dans des paquebots, dans les ponts inférieurs, etc. Donc voilà comment, en fait, ils ont réussi à aborder ces questions. Et puis, en fait, ils ont joué aussi sur une formule assez originale, qui est que autant le rez-de-chaussée et le premier, on est sur un registre de collection permanente, autant le deuxième étage, on est plus sur du semi-permanent. C'est-à-dire que ça a été conçu en fait comme des îlots qui peuvent évoluer indépendamment en intégrant des collections semi-permanentes. Par exemple, là, ils ont intégré une exposition de poissons fossiles du Liban, qui permet aussi d'interroger sur l'évolution, les origines, etc. Et puis, il y a un espace exposition temporaire où il y a actuellement une exposition en partenariat avec le National Geographic qui s'appelle Planète hors plastique et qui, à travers un certain nombre de photos d'art, interpelle sur les enjeux
environnementaux actuels, de manière assez troublante finalement, parce que ce sont des photos absolument magnifiques, mais qui montrent des choses qui finalement sont atroces. Vous voyez par exemple un petit hippocampe. Les hippocampes doivent toujours s'accrocher à une algue, etc. Ben là, il s'est accroché à un coton-tige qui dérive dans les océans. C'est un peu l'image totem en fait de l'expo. Merci. On voit la place des expositions temporaires, mais aussi au sein des équipes de la place du scientifique à Saint-Malo. Je crois que vous voulez développer de nouveaux champs d'études. Quelles sont les nouvelles intentions de votre musée et comment justement les scientifiques et notamment les historiens y contribuent, peut-être au sein des conseils scientifiques ou des projets scientifiques et culturels? Alors effectivement, sur Saint-Malo, en fait, on est un musée public, voilà, avec d'autres réglementations, d'autres contraintes. Et effectivement, dans les musées qui bénéficient du label Musée de France, il y a cette obligation d'avoir un projet scientifique et culturel, un PSC, on appelle ça dans le jargon. En fait, c'est la colonne vertébrale des musées publics français. Et c'est un document qui est un document stratégique qui fixe la politique de développement du musée dans tous les paramètres possibles et imaginables, que ce soit dans l'intention du musée, dans la recherche autour du musée, puisque le musée n'est pas qu'un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu de recherche, de réflexion, d'étude. Voilà. Je précise, parce que c'est toujours important de le rappeler. Mais aussi la politique de médiation avec les publics et autres, on va aussi en parler plus tard. Donc à Saint-Malo, pour le nouveau projet de musée que je pilote, que je coordonne, eh bien, le projet scientifique et culturel qui existe aujourd'hui à Saint-Malo date de 2007. Donc on est en 2022, vous aurez imaginé qu'il y a toute une histoire aussi à faire évoluer. Et donc là, l'ambition, la nouvelle intention du musée, c'est bien celle de conjuguer l'histoire maritime à Saint-Malo et non pas de Saint-Malo. Hein. Donc les histoires maritimes au passé, au présent et au pluriel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, l'idée, c'est bien simple, c'est qu'effectivement, Saint-Malo est toujours, l'histoire de Saint-Malo a toujours été, partie prenante de la pêche, de l'histoire des Terre Nova, d'accord? Mais aussi finalement de la mondialisation des échanges, de la première mondialisation, avec finalement la course qui est une déclinaison de cette histoire mondiale, des grandes découvertes. Et puis finalement, ensuite, c'est aussi l'histoire des Caporniers qu'il faut aussi pouvoir évoquer à Saint-Malo. Et puis, là où peut-être on veut mettre un peu plus le curseur par rapport à l'ancienne programmation, c'est aussi l'histoire récente et l'histoire, entre guillemets, actuelle. L'histoire récente avec le balnéaire, avec le loisir, avec le nautisme. On est à moins d'un mois du départ de la route du Rhum. Cette histoire-là, à Saint-Malo, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité qui devient patrimoniale. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que dans ce musée d'histoire, on laisse une place pour cette autre histoire-là? Donc moi, je le pense et on va le mettre en place. Alors après, effectivement, l'autre enjeu de la ville, c'est de pouvoir faire de cet outil un outil qui nous parle d'aujourd'hui, qui nous parle finalement de notre monde d'aujourd'hui. Et pour être plus simple là-dessus, je dirais que au-delà d'un musée d'archéologie et d'histoire, on a plutôt envie demain de bâtir un musée d'histoire toujours, mais aussi de société, un musée hybride qui conjugue les différentes typologies de collections, donc beaux-arts, écomusées et autres, archéologie aussi, pour finalement y traiter des sujets qui nous concernent au quotidien, nous, aujourd'hui. Alors dans le nous aujourd'hui à Saint-Malo, mais comme partout sur les littoraux, et puis même un peu dans les terres, carrément, il y a aussi la question du climat. Et bien là aussi, comment regarder cette réalité qui s'impose à nous? Vous connaissez Saint-Malo, vous savez que c'est une presqu'île, enfin intramuros, c'est une presqu'île. Comment le musée peut ne pas parler de cette réalité-là? Bien là aussi, il faut pouvoir aussi trouver les moyens, trouver les mots pour en parler. Alors effectivement, on n'a pas les collections non plus, hein, voilà. Et donc là aussi, c'est une question qui m'est posée aujourd'hui, c'est de savoir comment incarner cette problématique-là. Donc effectivement, la création contemporaine est un sujet, mais aussi la programmation culturelle, scientifique en font partie. Puis
à Saint-Malo, il y a un port, et peut-être aussi qu'il y a toute une économie qui peut trouver sa place dans le musée à travers le nouvel essor de la voile, du transport par voile. Il y a en Bretagne une filière qui est en train de se constituer là-dessus, sur le transport à voile, et ce qui vient finalement, c'est un petit clin d'œil que je fais aux historiens, c'est aussi qui va nous inviter à regarder ce qu'on a écrit dans les années 60. Hein, dans tous nos ouvrages, on disait que finalement la voile c'était fini et qu'il fallait aller vers du moteur et que finalement c'est comme ça, il fallait tirer un trait sur cette histoire-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a tous nos tablettes de chocolat Grand Sale qui arrivent à Saint-Malo d'ailleurs, c'est une parenthèse. Et donc c'est intéressant de le rappeler. L'autre point que je voulais évoquer par rapport à la question des nouveaux champs d'études des musées, c'est un petit clin d'œil que je ferai aussi, c'est sur la question de la maritimité. Un musée d'histoire maritime à Saint-Malo, comment est-ce qu'il appréhende cette maritimité? La maritimité, voilà, d'autres l'ont mieux définie que moi, hein, mais finalement, au-delà du matériel de construction maritime, au-delà des relations entre la terre et la mer, entre l'homme et la mer, etc., finalement, la maritimité, c'est un peu c'est finalement l'idée d'appréhender la mer comme un conservatoire des relations qu'on a eues avec elle au cours du temps. Et cette maritimité, finalement, quand on regarde les musées aujourd'hui, elle dépasse complètement les typologies actuelles des musées. On parle d'écomusées, on parle de musées d'histoire, etc. Finalement, on n'est plus du tout là-dedans demain. C'est-à-dire qu'un tableau de Beaux-Arts va évoquer notre relation à la mer aussi. Un objet va en parler aussi. Un maillot de bain va en parler aussi. Voilà. Et donc finalement, cette maritimité, elle vient exploser un peu tous les carcans. Voilà. Alors j'en parle aussi parce que le 15 novembre, vous êtes tous invités à Saint-Malo, puisqu'on fait une journée d'études justement avec Bretagne Musée, qui est la fédération des musées bretons, sur cette notion de maritimité qui finalement nous permet de regarder avec un regard nouveau nos objets, nos œuvres, que ce soit des tableaux ou des objets, quoi. Voilà. Et le musée national de la marine sera présent à Saint-Malo le 15 novembre avec impatience, puisque la question de la maritimité pour un musée de la marine au bord de la Seine, elle se pose évidemment avec beaucoup de sensibilité. Et donc simplement très rapidement, puisqu'on a déjà largement dépassé le temps, la question dans le cadre du projet de rénovation, elle s'est posée. On a essayé d'y apporter plusieurs remèdes. D'abord à travers l'approche scénographique qu'on a voulu assez effectivement immersive pour rapprocher le visiteur de la mer, pour lui faire aussi comprendre à travers l'image, puisqu'on n'a pas la mer au bout de la rue, de ce qu'était l'intégralité, la mer dans son ensemble, c'est-à-dire un espace en 3 dimensions, sous la mer, sur la mer, au-dessus de la mer. Et puis, comme pour rejoindre ce que disait à l'instant Philippe Sartori, la question aussi de l'accrochage et du sens qu'on fait porter aux collections. La présentation de l'ancien Palais de Chaillot étant encore très typologique. On avait un espace Beaux-Arts, un espace autour des instruments de navigation. On a souhaité, avec les équipes du musée et le conseil scientifique, mélanger les objets, montrer que la maritimité, justement, elle pouvait se porter aussi bien sur un tableau que sur un modèle ou encore une feuille de journal. Alors cet aspect-là, évidemment, il a été développé comme à Saint-Malo à travers le conseil scientifique. On a essayé d'intégrer des représentants des ministères de la mer, de l'écologie, notre présidente du conseil scientifique étant Françoise Gaille, donc une éminente scientifique et biologiste. Et évidemment, cet aspect, c'est aussi une sorte de révolution pour le musée de la Marine, puisque, comme je le disais dans la première partie, c'était un musée qui était très fortement, initialement, dès l'origine, dans son ADN, porté par la marine de guerre. Elle est toujours, puisque nous sommes un musée sous tutelle des armées, mais il faut savoir... faut reconnaître que là-dessus, nous avons eu le plein soutien pour élargir le discours et pour montrer justement que les questions maritimes, elles n'étaient pas simplement liées à tel type de marine, mais bien à l'ensemble des marines.
marine, qu'elle soit militaire, scientifique, plaisance, etc. Je passe la parole tout de suite à Hélène Richard, puisque ces questions d'enjeux nouveaux, d'enjeux de société, vous les avez eus à la fois dans la préparation de l'exposition à la BNF, et puis vous les avez aussi quotidiennement à l'Académie de Marine, dans le fonctionnement même de l'Académie. Oui, à la fois à la Bibliothèque nationale, nous avons eu la chance de constituer un comité de commissaires. Nous étions 3 commissaires, à savoir moi-même historienne, Philippe Raca du département des sciences et Thierry Clerc qui représentait la ville de Brest. Donc avec le pôle maire de Brest, avec toutes les ressources de l'Ifremer et autres, ce qui était tout à fait important pour intégrer d'autres visions. Et le conseiller scientifique était Alain Corbin, qui donc a apporté un certain nombre d'éléments, vous vous en doutez, sur ce problème de ressenti et autres. Et puis, je passerai vite à l'autre partie de la question de Vincent. Alors, l'Académie de Marine, je voudrais dire une chose, c'est que quand l'Académie de Marine s'est reconstituée, donc elle a été recréée, si on peut dire, en 1921, après que l'Académie de Brest a été supprimée pendant la Révolution. L'Académie avait... les historiens ont eu un rôle important dans cette reconstitution, parce que Raoul Castex, en particulier, s'appuyait beaucoup sur la connaissance historique pour construire une stratégie militaire nouvelle. Et d'autre part, il y avait une section historique qui était tout à fait importante. Donc l'historien jouait un rôle important dans l'appréhension de la marine, de la maritimité, si je puis dire, dans son ensemble. Et donc l'Académie actuellement est constituée de 6 sections, pardon, qui sont marine militaire, sciences et techniques, marine pêche et plaisance, marine marchande pêche et plaisance, droit économie, histoire lettres et arts, et navigation et océanographie, ce qui montre un petit peu les enjeux des problèmes maritimes vus par une institution qui se doit de répondre à des demandes de conseils, d'audits et autres, qui sont parfois rendus publics, mais pas toujours. Ces nouvelles thématiques, elles posent évidemment la question des publics et de la transmission auprès du public, notamment par les historiens. Alors, là aussi, très brièvement, évidemment, cette question, elle s'est posée là aussi très souvent au sein du futur projet du musée, où tout un programme de médiation a été mis en place, qui soit une médiation à la fois ce qu'on appelle low-tech, c'est-à-dire des manipulations et autres, et puis bien sûr une place du numérique qui permet parfois de combler les lacunes que nous pouvons avoir dans les collections, et de faire comprendre aussi les enjeux d'aujourd'hui liés à la ressource. Vous avez ici un exemple d'un des dispositifs qui sera développé dans le futur musée autour de la consommation liée à la pêche. Et l'idée, c'était donc autant qu'on a ici qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on le pêche et quand est-ce qu'on le pêche, c'était aussi de faire le lien avec qui le pêche, et quels sont les acteurs du monde maritime. C'était d'ailleurs un peu ce qui avait pu être reproché dans les années 80 au musée de la Marine. Vincent Guignaud a écrit un article récemment dans la revue d'histoire maritime sur le sujet des débats qu'il y avait eu autour des différents types de musées maritimes, et évoquer justement le débat qui avait eu lieu sur faut-il un musée de la Marine à Paris, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le fermer et en ouvrir d'autres sur le littoral. Alors cette question aussi de faire le lien avec les acteurs du maritime et avec les historiens, on se l'est évidemment posé dans les dispositifs de médiation, et il a été décidé sur des sujets sensibles, d'actualité, de faire intervenir directement les historiens et les faire dialoguer avec les sources pour justement avoir une approche historique de ces sujets. De la même manière, sur la question des métiers et des personnalités de la mer, nous avons choisi de faire intervenir, de faire parler sur leur métier des professionnels du monde maritime,
qui représente finalement tous les champs d'activité, que ce soit le sauvetage, que ce soit la pêche, que ce soit les dockers, tous les acteurs du monde industrialo-portuaire, avec évidemment des questions d'accessibilité qui sont posées, puisque l'idée était de rendre ce discours accessible à tous, enfants, parents, jeunes et personnes en situation de handicap. Cette question de la médiation, je crois qu'elle était déjà très importante dans l'exposition de la Bibliothèque nationale. Hélène. Oui, c'est vrai que la médiation se pose particulièrement pour une bibliothèque de cette importance, puisque on ne peut pas montrer les collections. Enfin, il y a forcément un accès indirect. Il faut au moins à la Bibliothèque nationale demander ce qu'on veut voir. Donc, il faut présenter déjà, et la médiation a toujours été dans la culture de l'établissement. Ce sont des services tout à fait importants de la bibliothèque, et à la fois une médiation sur place avec des visites pour toutes sortes de gens, et une médiation à distance qui permet de répondre aux besoins de l'ensemble des régions de notre pays, si je puis dire, ou autres. Parce que en fait, ces programmes numériques, ces programmes peuvent être fournis en particulier aux écoles sous forme de petits ensembles sur tel ou tel sujet. Et c'est vraiment un domaine important que cette médiation. Et je crois qu'on doit le prendre beaucoup en compte, en sachant que la médiation, c'est en fait à partir du public qu'on doit desservir. C'est-à-dire la médiation, elle répond au public et non directement aux collections. Cette question de la médiation, vous l'avez aussi évoquée et traitée au musée Mer Marine à Bordeaux sur des sujets complexes. Et je crois que notamment avec les partenariats, vous avez pu approfondir ces questions. Oui, tout à fait. Alors, la première question qui s'est posée au musée Mer Marine, c'est quelle place pour le numérique? Alors, la réponse a été très vite donnée, la plus petite possible. C'était un peu prendre le contrepoint. On avait en quelque sorte comme contre-modèle à Bordeaux, pas très loin justement, la Cité mondiale du vin, qui elle a fait le pari de beaucoup de numérique. Alors c'est pas pour dire que c'est pas bien ou quoi que ce soit, mais simplement un musée, ce sont aussi des réalités économiques. Donc le numérique, 1, ça coûte cher à mettre en place. 2, c'est très vite obsolète. 3, ça tombe souvent en panne. Je pense que si vous avez fait l'expérience de ce type de musée, le nombre de fois où vous tombez devant un stand, ça marche pas, la manipulation se fait pas, etc. Et puis finalement, ça tourne vite un peu au gadget où il faut faire 3 manipulations. Et voilà. En tout cas, c'était pas ce qu'on voulait. Et l'idée, c'était de dire, Norbert Fradin a fait un musée pour montrer sa collection. Donc on met la collection au centre de la présentation, avec aussi, c'était pas un choix par défaut, c'est l'idée aussi que l'objet crée l'émotion, du numérique maintenant, vous pouvez l'avoir partout, tout le monde a des tablettes chez soi, on regorge de contenu. Ce qui fait la différence au musée, c'est la maquette que vous n'avez pas ailleurs, etc. Et le numérique, oui, s'il vient vous expliquer la maquette, l'utilisation, ce qui va avec, etc. Donc, du numérique, oui, mais un peu. Et dès lors, la médiation, là aussi, on a fait c'est un peu le pari de l'humain. Alors, il y a des choses très traditionnelles, notamment des partenariats avec le rectorat pour faire venir les écoles, adapter le parcours à l'histoire, à la géographie, aux sciences et vie de la Terre, etc. Et puis aussi, tout simplement, donc là, des conférences et des essais pour proposer des formules un petit peu différentes. Alors, par exemple, je me suis moi-même essayée à l'exercice de la déambulation muséale. C'est-à-dire que on emmène les gens dans le parcours et puis on choisit un fil rouge au sein de la collection. Et toujours dans cette logique ils aiment croiser les arts. On a eu quelques manifestations comme ça très intéressantes pour célébrer, par exemple, il y a eu l'achat d'un tableau du port de Bordeaux réalisé par Eugène Boudin. Donc, ce qui était quand même une pièce très très belle. Et donc ils ont organisé en fait une manifestation avec 2 musiciens, violoncelle et piano, pour interpréter des pièces de Debussy
qui sont contemporaines de la réalisation de l'œuvre. Et du coup, ça a donné un moment vraiment extrêmement poétique avec la présentation du tableau en lui-même, un montage vidéo qui zoomait sur certaines parties de l'œuvre, le tout accompagné d'une représentation originale. Donc ça, vraiment, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Puis, on essaye des formules, alors avec plus ou moins de bonheur et avec un certain nombre de surprises. Donc on s'est dit, on va lancer notre ciné-marine, persuadé que ça allait très très bien fonctionner. Eh bien, malheureusement, les premières expérimentations sont pas forcément aussi concluantes que ce qu'on voudrait. Les gens ne viennent pas trop. Alors on comprend vite, parce que finalement, les films qu'on diffuse, oui, sur certains portails, vous les trouvez très facilement chez vous. Donc si vous apportez pas une valeur ajoutée, les gens vont pas venir se déplacer au musée pour visionner le film. En revanche, pendant la période Covid, parce qu'il faut bien vous dire que ce musée a quand même démarré en pleine période Covid, donc ça a été un petit peu compliqué pour le lancement, et notamment pour la Société des Amis du Musée qui s'est lancée au même moment. Donc on a opté pour des visioconférences avec l'idée que, bon, je ne veux pas critiquer, mais vu la moyenne d'âge du public de notre association, on n'était pas forcément certain que le principe de la visioconférence, on a eu des soirées à plus de 150 personnes. Donc vous voyez, il ne faut pas parier tout de suite sur une formule qui va fonctionner ou pas. On peut avoir des surprises dans un sens comme dans l'autre. Alors, est-ce que la formule de Saint-Malo va marcher, Philippe? Et quelle est la place du numérique dans le futur musée pour savoir si tout numérique ou un juste milieu? Non, moi je suis un petit peu d'accord avec toi. Effectivement, la matérialité de l'objet, c'est quand même ce qui distingue les musées du reste. Et donc je pense qu'il faut pouvoir préserver cette réalité-là, tout en essayant d'expliquer davantage les choses. Et là, le numérique peut avoir son sens, évidemment. Alors, sur Saint-Malo, je vais être très bref, parce qu'il y a aussi un temps dédié aux questions et aux réponses. Mais sur Saint-Malo, les musées étant fermés depuis novembre 2019, dans l'optique du futur musée, les musées sont fermés. Donc, effectivement, je vais difficilement parler de la médiation dans les musées. Après, ce qui va être mis en place... là, donc, dans 3 semaines maintenant, c'est ce que je commence à appeler l'archipel, le musée hors les murs. C'est-à-dire que tant que le musée n'existe pas, eh bien, le musée vient à vous. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il va dans les écoles, avec la création d'un service des publics qui est tout neuf, une nouvelle équipe aussi. Ça veut dire qu'aussi, quand on parle de scénographier le musée, moi, je parlais plutôt aujourd'hui de scénographier la ville, puisque l'idée est de pouvoir, tout au long de l'année, parsemer la ville d'initiatives, de manifestations culturelles, d'expositions temporaires qui sont ouvertes au grand public, au plus grand nombre. Donc effectivement, je conclurai là-dessus sur la première exposition temporaire de l'équipe renouvelée du musée maritime de Saint-Malo, qui est un nom de projet encore, mais donc tant que tous marins, on retrouve mon plaidoyer sur la maritimité. Voilà, c'est l'idée de pouvoir présenter notre relation à la mer hier et aujourd'hui à travers un peu moins de 100 objets et œuvres de nos collections. Mais aussi, nous avons tenu à associer les habitants à cette entreprise en mettant en place une collecte populaire auprès des habitants. Et on a une trentaine d'objets qui sont très révélateurs. Ça va de la bouée en forme de requin des années 60 à la lettre de marque signée par Louis XIV. Voilà, donc, et tout ça, c'était c'est encore chez les habitants. Voilà. Donc ça ouvre le 22 octobre, si vous voulez une nouvelle fois passer par Saint-Malo. Voilà. Énormément d'occasions d'aller à Saint-Malo dans les prochaines semaines. Et puis bon, en conclusion, on souhaitait aussi vous signaler la parution récente du numéro 31-32 de la revue d'histoire maritime, donc musée maritime et identité, numéro qui a été coordonné par Christophe Serino et Eric Ritt, qui est également membre de l'équipe du musée de la Marine, et donc qui offre plusieurs articles autour justement de ces questions de musée, d'identité, de collection, et où plusieurs d'entre vous dans la salle ont pu participer. Est-ce qu'on a un petit temps quand même pour les échanges ?
On avait 10 minutes de retard, donc, et on en a pris 5, ça fait un quart d'heure d'échange. Tout le monde est épuisé. Oui. Droite de la table, bonjour. Vous avez abordé la question de la difficulté d'avoir du patrimoine, d'avoir des objets pour traiter des questions contemporaines, notamment des enjeux écologiques. Philippe Sartori, vous avez un peu répondu à ça en parlant de collecte auprès des habitants. Est-ce que dans vos deux cas, vous avez également envisagé de vous inspirer d'une démarche qui est plutôt celle des écomusées ou des musées de société? Je pense par exemple à ce que le MUSEM a fait avant sa délocalisation en termes de collecte avec des anthropologues, avec des choses plus pluridisciplinaires côté sciences humaines pour justement venir compléter ce patrimoine et ces questions qui sont très actuelles avec une méthodologie et avec des terrains voilà, possiblement identifiés par des collègues d'autres spécialités. Merci. Oui, effectivement, la thématique de la collecte est totalement appréhendée à Saint-Malo désormais. Je crois qu'il y a une journée d'études au MUSEM d'ailleurs ces jours-ci, je crois, sur la question de la collecte. Hein, c'est bien ça, hein, voilà. Mais effectivement, nous, comme en fait, l'intention du musée est profondément renouvelée et s'actualise aussi. Le besoin de s'appuyer aussi sur les patrimoines, quels qu'ils soient, est très importante. Ce que je dirais aussi pour compléter mon propos tout à l'heure sur justement le besoin d'expliquer davantage les questions climatiques et autres, eh bien, quelque chose de très simple que font les écomusées aussi, mais les musées d'histoire également, c'est par exemple faire des relevés des différents niveaux de la mer au cours du temps. Le port de Saint-Malo a bougé plusieurs fois dans son histoire, il a été submergé, il a dû évoluer en fonction aussi de l'évolution climatique. Donc, à travers nos collections, nous pouvons déjà aujourd'hui expliquer les choses. Je compléterai juste pour le musée de la Marine. La question avait été, dès 2017, quand on a lancé le projet, évoquée d'avoir des campagnes collecte, même en se basant sur ce qui avait pu être fait sur le musée des arts et traditions populaires, évidemment. Et on s'est heurté très rapidement à la réalité des difficultés d'un temps du projet. Et donc, malheureusement, il a été très compliqué de mettre en place ces campagnes collecte. Ça a été d'ailleurs un regret, puisqu'on avait plusieurs sujets sur lesquels on souhaitait avancer, notamment sur le patrimoine industriel-portuaire, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais le temps du projet, qui sont maintenant qui sont extrêmement liés à des marchés, et où on doit passer de l'esquisse à l'avant-projet sommaire, à l'avant-projet définitif, etc., fait qu'en réalité, quand on commence à avancer sur la scénographie, on a des difficultés pour pouvoir coordonner les deux. Alors, il y a une collecte qui a été faite auprès des stations de la SNSM, mais évidemment pas avec cet aspect pluridisciplinaire que vous évoquez, et ça sera, je pense, oui, un regret du projet. Bonjour. Je pense que vous auriez pu évoquer le rôle des professeurs relais dans les musées, puisque j'ai été 10 ans au musée de la Marine, professeur relais, et il y a effectivement dans le développement des publics, la question des programmes scolaires, des programmes qui changent souvent, et alors que les collections du musée, elles restent immuables. Hein, et donc, comment faire ? Tout à fait. Et on travaille au musée, vous avez raison de le rappeler, énormément avec notre professeur relais, qui est aussi associé, alors ce que on n'a pas évoqué non plus, mais bon, malheureusement, on ne pouvait pas tout évoquer, la question des comités d'usagers, avec aussi le rôle des associations. C'était une des questions qu'on lui posait, le rôle des associations, notamment des associations, alors, à la fois d'amis et autres, mais aussi d'associations de personnes porteuses de handicap ou des associations
comment dirais-je, de détenus, des associations de migrants avec lesquelles aussi on a travaillé pour voir comment traiter certains sujets. Et c'est un travail qu'on faisait avec aussi le professeur relais du musée. Et vous avez raison de souligner le rôle important de ces professeurs qui nous permettent de faire le lien. C'est plutôt la programmation culturelle qui est là-dessus. Avec tous les scolaires, avec les programmes scolaires et aussi donc avec les objectifs des dispositifs de médiation. Et effectivement, sur le musée chez nous, on a accueilli notre professeur relais il y a 1 mois maintenant. Voilà, c'est quelque chose de nouveau aussi, on y tient particulièrement. Bonjour, ma question va s'adresser essentiellement à Caroline Lemao, mais à vrai dire, le reste des personnes travaillant dans les musées peuvent y répondre. Vous avez parlé du fait que les collections du musée Mer Marine étaient assez peu recensées au départ. Est-ce que ça a évolué? Et surtout, la deuxième question qui découle, quel est l'accès qui est possible pour le public, et plus particulièrement pour le public historien, par exemple, à ces collections-là? Et ça vaut, pour à vrai dire, l'ensemble des musées représentés à cette table. Merci beaucoup. Alors, là, le travail est en cours, mais comme beaucoup d'autres travaux. Donc, c'est-à-dire que c'est... alors, c'est la minute autopromo. Dans la revue dont on vous a parlé tout à l'heure, j'ai fait un article qui explique la genèse et qui explique notamment la structure du musée, qui est notamment très familiale. Et en fait, ça fonctionne avec un petit nombre de personnes. Donc, ils ont tout à faire en même temps, avec beaucoup de sollicitations, etc. Donc voilà, sur certains dossiers, ça avance plus lentement que prévu. Donc le mieux est les historiens sont toujours accueillis favorablement. C'est juste parfois des problèmes logistiques, d'organisation de la venue de la personne, etc. Mais voilà, là les choses se font beaucoup en fait de gré à gré avec l'équipe du musée. Oui, excusez-moi. J'enchaîne sur une question, Madame Lemao. Vous nous avez parlé de Bordeaux, du port de Bordeaux et de sa quasi-disparition. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'exploitation de la base sous-marine comme bassin des Lumières qui focalise beaucoup l'intérêt des touristes dans la région bordelaise, parce que c'est une façon de mêler tous les aspects que vous avez abordés, la mer, l'histoire, la population locale, l'histoire locale, puisque c'était beaucoup de républicains espagnols qui ont bâti la base pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis sa façon d'aborder l'art aujourd'hui. Alors, en effet, le cas de la base sous-marine est très intéressant, et j'élargirai légèrement l'échelle, parce que là, on est dans un quartier qui aujourd'hui s'appelle, je crois, Bordeaux Atlantique, ou Bordeaux Maritime, pardon, je disais bêtises. Donc, un quartier de Bordeaux qui était au stade de friche industrielle encore récemment, d'où aussi l'implantation du musée Mer Marine dans cette zone. Donc c'était une zone un peu délaissée, un peu au-delà des Chartrons, etc. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez près de la Garonne la Cité mondiale du vin, ensuite le musée Mer Marine et ensuite la base sous-marine. Donc vous comprenez aussi qu'en termes de polarisation touristique, quand il y a un seul établissement, le touriste hésite un peu à faire le trajet jusque-là, tandis que quand vous avez 2-3 pôles d'intérêt, forcément ça draine du monde, et surtout c'est un quartier qui est en pleine rénovation, avec des projets architecturaux, l'idée notamment d'utiliser les bassins à flot qui connectent un petit peu tout ça, pour en faire à côté une sorte de coulée verte. Alors je sais qu'il y a plein de projets urbanistiques très intéressants, qui coincent en partie parce que ces territoires-là sont encore propriété du port de Bordeaux, qui en a encore un usage industriel, plus ou moins réel, plus ou moins limité, avec des problèmes aussi environnementaux. Je ne m'étendrai pas parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Et le cas de la base sous-marine est assez intéressant parce qu'on est passé, en fait, de quelque chose qui aujourd'hui vous connaissez le principe, c'est des projections de lumière accompagnées de musique dans un espace absolument magnifique. Alors tout se reflète dans l'eau, c'est très beau. Et c'est une approche assez populaire. Alors que jusque-là, la base sous-marine, pendant longtemps, a été un espace d'exposition photographique, où là, on était plutôt sur des performances artistiques très pointues et très exigeantes. Donc, un même bâtiment
peut susciter deux types d'exploitation très très différentes. Donc voilà, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais en tout cas, c'est un espace de Bordeaux qui est en pleine mutation et c'est des choses très intéressantes à observer pour les 20 années à venir. Est-ce que... Dernière question? Non? Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci.